cette semaine dans Afrique. Nous nous rendons en Guinée, où l'opposition à Alpha Condé bat le pavé contre son projet de nouvelle constitution. Un projet qui permettrait au président de se maintenir au pouvoir au-delà de 2 mandats. La contestation perdure malgré une répression violente qui a déjà coûté la vie à une vingtaine de personnes. Puis nous irons à la rencontre des soldats de la mission de l'Union africaine à Mogadiscio en Somalie. Son retrait du pays est prévu en 2021, mais beaucoup craignent que la police somalienne ne soit pas en mesure de prendre le relais. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar se sont engagés mardi à former un gouvernement d'union nationale d'ici fin février. Dans les 100 prochains jours, nous devons former un gouvernement. Si certains objectifs ne sont pas atteints, nous demanderons au gouvernement d'unité nationale de les atteindre. Il continue à dire que le cessez-le-feu perdurera. Les 2 hommes avaient signé un accord de paix en septembre 2018, mais ils n'étaient pas parvenus à respecter un de ces points fondamentaux, à savoir former un gouvernement commun. Ils ont désormais 100 jours pour tenir leur engagement. Des milliers de personnes ont manifesté lundi à Banjul. Ils réclament le départ du président Adama Barrow après 3 ans, comme il s'y était engagé en 2016. Maintenant, le président fait demi-tour. Il dit que la constitution gambienne dit 5 ans, qu'il va s'en tenir à 5 ans. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour lui rappeler qu'à la base, il a vendu l'accord de 3 ans au peuple gambien. Le président, qui vient d'achever une tournée dans le pays aux allures de campagne électorale, affirme que personne ne pourra le forcer à quitter la présidence avant 2021. Barrow avait remporté l'élection présidentielle il y a 3 ans après avoir été investi par une coalition de l'opposition pour défier Yahya Jammeh, qui dirigeait l'ancienne colonie britannique d'une main de fer depuis 22 ans. Au moins 14 personnes ont été tuées mardi dans un village de pêcheurs dans l'ouest du Tchad par des membres présumés de Boko Haram. Cette vaste étendue d'eau et de marécages est truffée d'îlots servant de repères et de camps d'entraînement à Boko Haram qui multiplient les attaques meurtrières et enlèvements dans les 4 pays riverains. Le village de Kaiga est situé à une 60aine de kilomètres de la frontière du Nigeria, pays berceau du groupe djihadiste. 4 chefs d'État des pays du G5 Sahel se sont inclinés dimanche à Niamey sur les tombes des 61 soldats morts dans l'attaque d'Inates près de la frontière avec le Mali. Le burkinabé Roch Marc Christian Kaboré et ses homologues maliens Ibrahim Boubacar Keïta et tchadien Idriss Déby sont venus apporter leur soutien au président nigérien Mahamadou Issoufou après l'attaque djihadiste la plus meurtrière de l'histoire du pays. Ensemble, ils ont lancé un appel à la communauté internationale pour endiguer le péril djihadiste qui frappe de plus en plus violemment les pays du Sahel. Le président Issoufou a lui déclaré mardi que son pays était en guerre contre le terrorisme. Nous sommes en guerre. Nous menons cette guerre, on ne le répétera jamais assez, pour une cause juste, la défense de notre nation et de l'intégrité de notre territoire. Pour cela. Et c'est pour cela que nous la gagnerons, plaise à Dieu, quel que soit le temps que cela prendra. Jeudi, l'armée française a déployé ses premiers drones armés depuis sa base militaire de Niamey. Des drones qui intègrent les forces de l'opération Barkhane. L'Éthiopie a lancé vendredi son tout premier satellite dans l'espace. Fait historique pour le pays d'Afrique de l'Est. Le lancement vient couronner une année record pour l'industrie spatiale africaine. Et si le satellite a été lancé depuis la Chine, un grand nombre d'officiels éthiopiens et chinois se sont rassemblés dans la matinée à l'observatoire et centre de recherche d'Entoto près d'Addis Abeba pour suivre une retransmission en direct. Presque chaque semaine depuis maintenant 2 mois, les Guinéens descendent dans la rue. Ils protestent sans relâche contre un projet de nouvelle constitution porté par le pouvoir. La société civile et l'opposition y voient une stratégie pour permettre au président Alpha Condé de briguer un 3e mandat, ce qu'interdit l'actuelle constitution. Les autorités ont d'abord réagi brutalement. Une vingtaine d'hommes ont perdu la vie
des dizaines d'opposants ont été emprisonnés. Sous la pression internationale, le gouvernement a relâché la répression. Les marches sont désormais autorisées et les principaux leaders de la contestation ont été libérés. En nous engageant dans ce combat, on s'attendait à tout cela. On s'attend même à mourir dans ce combat parce que nous défendons un combat noble. La détention nous a plutôt galvanisés. Les partis se concentrent dorénavant sur les législatives de février, la présidentielle en fin d'année et donc ce potentiel référendum sur une nouvelle constitution. Mais l'opposition dénonce déjà des fraudes massives, retards, matériel manquant et une suspicion de manipulation des listes électorales. Nous avons eu des révisions de listes électorales en Guinée, ce n'est pas la première fois. Je n'en ai jamais vu de si déstructuré que cela. Donc c'est totalement volontaire et c'est dans les zones, je dis, à forte population et également dans les zones qui sont favorables à l'opposition. De son côté, le gouvernement se dit déterminé à respecter le calendrier qu'il s'est fixé. Nous sommes encore à près de 2 mois des élections législatives, on crie déjà à la fraude. Et l'objectif de ce dialogue qui se déroule actuellement, c'est justement de passer en revue toutes les difficultés rencontrées durant le processus électoral concernant les élections législatives pour essayer de lever tous les obstacles pour arriver à un processus électoral inclusif et transparent. Une majorité des 2/3 à l'Assemblée pour le parti présidentiel faciliterait l'organisation d'un référendum constitutionnel. Alpha Condé, lui, ne s'est pas encore officiellement déclaré candidat en 3e mandat. Il laisse toujours planer le doute sur ses véritables intentions. Ces soldats ougandais sont en poste ici depuis 2007. Ils font partie des quelques 19 000 militaires qui combattent pour la mission de l'Union africaine en Somalie, la MISOM. Leur rôle, former les soldats somaliens, comme ici sur ce champ de tir à 100 km au sud-ouest de la capitale Mogadiscio. De nombreuses cibles ne sont pas atteintes, preuve qu'il reste encore de l'entraînement avant que ces soldats somaliens ne soient prêts à protéger leur pays des islamistes radicaux Shebab. Si cela se fait de manière précipitée et que les conditions adéquates ne sont pas mises en place, nous craignons que les gains réalisés au fil du temps ne soient perdus, que tous ces efforts et tous ces sacrifices soient annulés. C'est une vraie préoccupation de la MISOM et, à mon avis, de l'Union africaine. Les Somaliens eux-mêmes craignent de ne pas être prêts à assurer leur sécurité et que l'échéance de 2021 ne soit trop proche. Les insurgés islamistes radicaux Shebab ont été chassés de Mogadiscio en 2011, mais ils continuent de commettre des attentats suicides meurtriers. Si l'AMISOM part, nous pensons qu'il y aura des combats. Il y aura beaucoup de vies perdues. Les autorités tirent la sonnette d'alarme, craignant une recrudescence de la violence après le départ de l'AMISOM, qui verrait à nouveau les Somaliens fuir leur pays. Dès que vous annoncez le départ de l'AMISOM, et avant même qu'elle ne parte, tous les habitants auront fui. Attendez-vous à ça, c'est certain. Vous allez construire de plus grands murs et de plus grandes clôtures. Mais ils connaissent déjà le chemin, alors ils vont venir par vagues. La nuit tombe sur Mogadiscio. Des soldats de la MISOM de plusieurs pays africains montent dans leurs véhicules blindés pour patrouiller dans la ville, main dans la main avec les forces somaliennes. Mais bientôt, l'armée et la police nationale devront le faire seuls. Un saut dans l'inconnu. Dans la capitale libyenne Tripoli, une église catholique permet à ses fidèles, le temps d'une messe, d'oublier qu'ils vivent dans un pays en guerre. Et comme le dimanche n'est pas chômé dans le pays, c'est le vendredi que les chrétiens, tous étrangers, affluent pour la messe à Saint-François, l'une des plus anciennes églises catholiques de Tripoli. Nous trouvons la situation très difficile en Libye. Mais dès que nous sommes à l'église le vendredi, nous sommes heureux et nous remercions Dieu que tout se calme progressivement. Merci Dieu pour cela. Une nouvelle ligue afro-européenne de MMA, ou arts martiaux mixtes, a célébré samedi ses premiers combats à Dakar. 26 stars de la discipline se sont affrontés au cours de la soirée de lancement sur l'esplanade du musée des civilisations noires, au cœur de la capitale sénégalaise. On a choisi Dakar pour plein de raisons. Dakar est une ville qui a la capacité d'accueillir des événements internationaux sportifs. Les Jeux Olympiques de la jeunesse arrivent ici en 2022.
Dakar, le Sénégal, un pays qui culturellement peut apprécier les sports de combat. La lutte est un sport très présent ici. Donc nous avons parié sur le MMA comme un potentiel sport qui aura toute sa place ici, au Sénégal, mais aussi en Afrique de l'Ouest et d'ailleurs sur tout le continent africain. C'est tout pour cette semaine dans Afrique. À la semaine prochaine.